Bonjour et bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour ce webinaire sur la conservation des monarques, possibilités le long des corridors de migration au Canada. Nous sommes très heureuses d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Il a été préparé par Vicky Vosick de l'organisme Pollinator Partnership Canada. Pour vous donner un aperçu de Pollinator Partnership, cet organisme a pour mission de promouvoir la santé des pollinisateurs qui sont essentiels à la production alimentaire et aux écosystèmes par des activités de conservation, d'éducation et de recherche. Pollinator Partnership Canada a été fondé en 2013 pour cibler plus efficacement les occasions uniques et les défis qui se présentent sur le plan des pollinisateurs au Canada, ainsi que pour les entreprises qui en dépendent. Pollinator Partnership Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes sans but lucratif, des œuvres de bienséance, des entreprises, des gouvernements ainsi que des groupes aux États-Unis et au Mexique afin d'aider les pollinisateurs migrateurs en Amérique du Nord. Vicky est chercheuse et directrice du programme canadien chez Pollinator Partnership Canada, où elle travaille à la protection et à la promotion des pollinisateurs depuis 2011. À titre de directrice de la recherche, elle supervise le programme de recherche de l'organisme qui est axé sur des nouveaux enjeux émergents concernant les pollinisateurs. Vicky détient un doctorat sur la gestion et la politique des sciences de l'environnement à l'Université de Californie à Berkeley. Elle a rédigé de nombreux articles et chapitres d'ouvrages révisés par les pairs au sujet des pollinisateurs, en plus de documents stratégiques, de guides sur la plantation et de manuels techniques. Mon nom est Daphné Laurier-Montpetit, je suis coordonnatrice du programme de sciences citoyennes Mission Monarque et je ferai la lecture en français de ce webinaire aujourd'hui. Voici une vue d'ensemble des thèmes que nous allons aborder au cours de la prochaine heure. Je décrirai d'abord le cycle de vie et le cycle migratoire du monarque pour vous fournir des renseignements contextuels sur la biologie de cette espèce et pour vous aider à mieux comprendre comment les corridors que vous gérez sont associés à la conservation du monarque. Nous allons ensuite parler de la situation actuelle en matière de conservation du monarque et de certains des problèmes qui y sont associés. Nous mettrons l'accent en particulier sur les pratiques exemplaires de gestion et les diverses activités que vous pouvez mener pour aider la population de monarques. Je vais aussi vous donner certaines informations de base sur la réalisation de projets de plantation pour favoriser l'habitat du monarque, en abordant quelques études de cas décrivant des programmes fructueux. Puis nous allons parler des possibilités dont on peut tirer parti en matière de surveillance, de sensibilisation et de reconnaissance. Nous avons donc un horaire très chargé pour la prochaine heure. Commençons donc tout d'abord par le cycle de vie du monarque. Il comporte 4 étapes: l'œuf, la chenille, la chrysalide et l'adulte. Un œuf est pondu. De l'œuf éclot une chenille qui se nourrit de la plante hôte sur laquelle elle a été pondue, c'est-à-dire l'asclépiade, dans le cas du monarque. La chenille franchit plusieurs stades de mue et de croissance qu'on appelle des stades larvaires. Une fois que la chenille a atteint une certaine taille, elle cherche un endroit protégé, à l'abri, où elle pourra se transformer en chrysalide ou pupe. À l'étape de chrysalide, le monarque se métamorphose. Après 1 à 2 semaines, un papillon adulte émerge. Comme je le disais, ce cycle est très courant. Toutes ces espèces de papillons et toutes les variétés de monarques franchissent ce même cycle de croissance. Pour illustrer rapidement chacun des stades du cycle de vie, voici un œuf de monarque. Cet œuf est minuscule, mesurant entre 1 et 1,5 mm. Il est pondu sur la surface inférieure d'une feuille d'asclépiade. L'image suivante nous montre une chenille de monarque qui vient d'éclore. Cette chenille est également minuscule, et la première chose qu'elle fait est de se nourrir de sa coquille d'œuf afin d'accumuler des substances nutritives avant de se nourrir de feuilles d'asclépiade. Voici 2 chenilles qui mangent une feuille d'asclépiade. Elles sont parvenues au stade où nous les reconnaissons bien, avec leurs vives rayures noires, blanches et jaunes qu'on associe à la chenille de monarque. Cette photo nous permet de comparer les tailles de divers stades de la chenille à mesure qu'elle se nourrit, mue et grandit. À son dernier stade larvaire, la chenille de monarque est près de 2000 fois plus grosse que son stade initial. Cette croissance se déroule sur une période d'1 à 2 semaines, selon la température et la disponibilité de la nourriture. Une façon d'identifier le stade larvaire d'une chenille est d'examiner ses filaments, organes sensoriels noirs, situés aux 2 extrémités du corps de la chenille. Plus les filaments sont longs et proéminents à partir de la tête, plus la chenille se trouve à un stade larvaire avancé. Voici maintenant l'image d'une chrysalide ou pupe de monarque.
Cette belle chrysalide vert pâle affiche des points dorés. Il est difficile d'observer les chrysalides de monarques sur le terrain, particulièrement sur les asclépiades. Lorsque la chenille s'apprête à se transformer en chrysalide, elle cherche un endroit isolé et à l'abri, souvent loin des asclépiades. On en trouve couramment sur les arbres, poteaux de clôture et autres endroits du genre. Et on voit ici un monarque adulte, une fois émergé de sa chrysalide, qui se nourrit du nectar d'une asclépiade. Une caractéristique unique du cycle de vie du monarque et qui le rend différent d'autres espèces de papillons est que le développement de l'œuf à l'adulte se produit de multiples fois au cours d'une année et dans différentes parties du continent. Il varie donc en fonction du lieu et du temps. Le cycle annuel du monarque comporte 4 générations de papillons, chaque génération vivant dans une partie différente de l'Amérique du Nord. Ces 4 générations constituent ensemble un phénomène unique. Le cycle débute avec les papillons qui hivernent au Mexique. Les températures qui commencent à augmenter au printemps leur indiquent qu'il est temps de migrer. Les papillons sortent donc de leur diapause et s'envolent vers le nord. Les œufs pondus par ceux-ci, au sud des États-Unis, constituent les premières générations de monarques de l'année. Cette génération franchit les étapes 2 de chenilles et de chrysalides, puis atteint l'étape adulte. Les papillons s'accouplent et migrent un peu plus vers le nord pour donner naissance à la deuxième génération. C'est celle-ci qui atteint la limite nordique de l'aire de distribution du monarque. Ainsi, les monarques que nous voyons au Canada, principalement dans le sud de l'Ontario et le sud du Québec, sont ceux de la deuxième génération. Ils sont les petits-enfants des papillons qui ont quitté le Mexique. Le cycle se poursuit pour donner les troisième et quatrième générations de monarques de l'année, alors qu'ils se trouvent toujours dans l'extrémité nord de leur aire de répartition. À la fin de l'été, les papillons de la quatrième génération, c'est-à-dire les arrière-arrière-petits-enfants des papillons qui ont quitté le Mexique, font la migration finale et retournent vers les aires d'hivernage. Le phénomène est fascinant, car des papillons qui n'ont encore jamais fait cette migration réussissent à trouver leur chemin vers l'ère d'hivernage, où le cycle annuel recommence. Ainsi, chaque année, plus de 50 millions de monarques contribuent à faire ce parcours de 5000 km, ce qui est à la fois fascinant et extraordinaire. Cette carte illustre le parcours du monarque sur l'ensemble du continent. On peut y voir 2 principaux parcours migratoires de l'espèce, à l'est et à l'ouest. Un parcours existe dans la zone ouest du continent. Les monarques de cette population migrent vers le nord jusqu'à l'État de Washington et se rendent parfois même jusqu'en Colombie-Britannique et hivernent dans la région centrale de la Californie. Toutefois, les monarques qu'on observe en Ontario et au Québec suivent le parcours du centre-est du continent. C'est celui sur lequel nous nous concentrerons aujourd'hui, puisqu'il est plus pertinent dans la perspective du sud de l'Ontario et du sud du Québec, et parfois du Manitoba et du Nouveau-Brunswick. Le parcours traverse les États de la région américaine de la Corn Belt ou ceinture de maïs. Les papillons de cette population hivernent dans les forêts de sapins oyamel du Mexique. Bien que certains papillons hivernent en Floride, la majorité de la population quitte son lieu de naissance à la fin de l'été pour atteindre les forêts de sapins oyamel situées un peu plus au nord de Mexico. Le parcours traverse la zone centre-est des États-Unis, puis converge à partir du Texas jusqu'au Mexique. 90% des populations de monarques que nous connaissons hivernent à cet endroit précis. Voici une photo qui montre à quoi ressemblent les groupes de monarques qui hivernent. Le sapin oyamel est courant dans cette région et les monarques se reposent sur cette essence d'arbre. Ils s'y rassemblent pour une période de 2 à 3 mois pendant laquelle le climat est moins favorable et les sources de nourriture peu abondantes. On surveille attentivement les monarques depuis le milieu des années 1990 et on observe une tendance. Le nombre de monarques dans les aires d'hivernage a atteint un sommet en 1997, année durant laquelle on a compté plus de 18 hectares de superficie forestière occupée par les colonies de monarques. Depuis, les chiffres sont en baisse. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2014, où on a mesuré moins d'1 hectare de superficie. Depuis 2014, les populations ont un peu augmenté, mais leur nombre reste extrêmement faible et représente un déclin de 90% par rapport au sommet observé au milieu des années 90, considéré comme un nombre idéal de papillons. Quelle est la cause de la tendance à la baisse de ces 20 dernières années? La diminution est principalement liée à une perte d'habitat causée par 2 grands facteurs, l'étalement urbain et la transformation des pratiques agricoles. Près d'1 million d'hectares de terres agricoles à fort rendement sont disparus au cours de la dernière décennie au Canada.
Ces terres agricoles ne sont plus cultivées, mais plutôt devenues des lotissements ou des terrains affectés à des usages industriels, principalement. Nous avons donc perdu ce précieux élément du paysage. De plus, la planification des pratiques agricoles a connu une transformation basée sur une culture accrue de plantes résistantes aux pesticides. Roundup. L'utilisation de plus grosses machines agricoles a conduit à une augmentation de la superficie des champs cultivés et à une réduction de la disponibilité de l'asclépiade dans les bordures adjacentes à ces champs. Ainsi, il y a 20 ans, il n'était pas rare d'observer des asclépiades dispersées partout dans les zones agricoles, tandis qu'aujourd'hui, cette espèce végétale est beaucoup plus rare. Or, les asclépiades dans les zones agricoles étaient l'un des éléments fondamentaux de l'habitat du monarque. Une réduction considérable de l'habitat du monarque est donc à l'origine de cette diminution du nombre de papillons observés dans les aires d'hivernage. Mais quels sont les éléments constitutifs de l'habitat du monarque? Cet habitat comprend deux éléments essentiels, l'asclépiade et les plantes nectarifères. Les monarques ont besoin d'asclépiades pour se reproduire. L'asclépiade appartient au genre Asclepias et l'on retrouve plus de 100 espèces de cette plante en Amérique du Nord. Au Canada, il y a quelques espèces qui sont très courantes, principalement Asclepias syriaca, l'asclépiade commune, Asclepias incarnata, l'asclépiade incarnate qui pousse dans les marais, et enfin Asclepias tuberosa, l'asclépiade tubéreuse. Les monarques ont besoin de cette plante puisque c'est la seule sur laquelle les chenilles peuvent survivre. Si un œuf de monarque est pondu sur une autre plante, la chenille ne se développera pas et ne produira pas de papillons adultes. Il est donc essentiel que cette plante soit disponible dans le paysage. L'autre élément essentiel de l'habitat du monarque est la présence de plantes qui produisent du nectar. Le nectar est en quelque sorte le carburant qui procure aux monarques l'énergie nécessaire pour voler, accomplir leurs activités quotidiennes et à la fin de la saison, migrer vers leurs aires d'hivernage. Les monarques sont polyphages, c'est-à-dire qu'ils aiment une grande variété de fleurs. Mais il faut qu'ils aient à leur disposition du nectar tout au long de l'année où qu'ils se trouvent. À la fin de l'été et au début de l'automne, ils ont particulièrement besoin de sources de nectar pour faire des provisions de carburant afin de se préparer à leur long voyage vers le sud. La dernière composante de l'habitat du monarque est l'aire d'hivernage dans la forêt d'Oyamel du Mexique. Étant donné que le monarque occupe des habitats tant au Canada qu'aux États-Unis et au Mexique, il est une espèce d'importance trinationale et que sa conservation dépend de la collaboration de toutes les parties. C'est pourquoi, par l'intermédiaire de la Commission de coopération environnementale, le plan nord-américain de conservation du monarque a été publié. Ce plan décrit les stratégies que peut adopter chaque groupe d'intervenants, les gouvernements mais aussi le public et d'autres entités, afin de favoriser la conservation du monarque. En gros, ce qu'indique ce plan, c'est que le rôle du Canada et des États-Unis est de promouvoir la reproduction du monarque, alors que celui du Mexique est de protéger les colonies pendant l'hivernage. Ce document établit certains objectifs de conservation à l'horizon 2020, notamment accroître la superficie de monarques hivernant au Mexique à 6 hectares, ce qui représente environ 225 millions de papillons. Ce nombre est considéré comme assurant une relative stabilité de l'espèce. Une façon d'atteindre cet objectif est d'accroître la disponibilité d'asclépiades et de sources de nectar, c'est-à-dire d'augmenter à 1 ou 1,5 milliard le nombre de plantes de ces espèces, tout en continuant, bien entendu, à protéger les forêts de Yamel. Comment pouvons-nous y parvenir? La réponse, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte. La conservation du monarque repose sur un si grand nombre de facteurs et sur la collaboration d'un si grand nombre d'intervenants que la solution ne peut pas résider dans un seul paysage, ni dans l'action d'un seul intervenant ou pays. Il faut mobiliser toutes les ressources dans les 3 pays. Voici maintenant un aperçu de quelques initiatives en cours au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Au Mexique, où l'objectif est de préserver l'habitat d'hivernage, il existe plusieurs initiatives axées sur la foresterie communautaire et la formation en tourisme. L'exploitation forestière, légale comme illégale, est l'une des plus importantes menaces pour l'habitat d'hivernage du monarque. Grâce au travail qui a été effectué avec les collectivités locales pour les sensibiliser aux effets de l'exploitation forestière et pour remplacer une partie des sources de revenus par le tourisme d'observation des monarques, des progrès importants ont été accomplis. Plus de 56 000 acres de biosphère ont été préservés et protégés. Il devient beaucoup plus rentable et viable pour les collectivités de participer à l'écotourisme de conservation que de se livrer à l'exploitation forestière.
C'est un progrès formidable. Aux États-Unis, où le rôle, comme au Canada, est de favoriser la reproduction du monarque, on met l'accent sur la protection de l'habitat composé d'asclépiades et de plantes à nectar. Beaucoup d'initiatives ont été menées, dont une en particulier, qui est située le long de l'autoroute Interétat 35. Elle est baptisée l'autoroute du monarque. Cette autoroute, que l'on voit au bas de cette diapositive, traverse les États-Unis de Chicago jusqu'à San Antonio, au Texas. Elle concorde bien avec une grande partie de la voie migratoire du monarque, en particulier à partir des Grands Lacs et à travers les États de la Corn Belt. Une série d'initiatives a été lancée expressément pour promouvoir les habitats le long de ce corridor de transport. Parmi elles, une initiative porte sur l'autoroute I-35 elle-même, où l'on s'emploie activement à semer des asclépiades et des plantes à nectar dans les emprises routières et dans d'autres sites du paysage. Des fonds fédéraux de près de 12 millions de dollars ont été affectés à la promotion des habitats pour pollinisateurs le long du corridor. De plus, ces initiatives sont menées dans le cadre de partenariats qui réunissent de nombreux intervenants. Il n'y a pas que le ministère des Transports et des États-Unis qui participe, mais aussi les autorités locales, les fermes qui avoisinent l'autoroute et des entreprises établies à proximité. Bon nombre d'initiatives privées ont aussi contribué au financement. Par exemple, Monsanto et General Mills ont mis sur pied des programmes actifs de plantation grâce auxquels on peut obtenir des semences pour favoriser l'habitat des pollinisateurs. Parfois même l'habitat du monarque en particulier. Passons maintenant aux initiatives en cours au Canada. Ce pays a une très longue histoire de conservation du monarque. Ce sont des Canadiens, Fred Urquhart et son épouse Nora, qui ont trouvé la réponse à la grande question concernant la voie migratoire du monarque. Où vont tous ces papillons? M. Urquhart était professeur à l'Université de Toronto et pendant des années, il a étudié et tenté de découvrir le parcours migratoire de ces papillons qui apparaissent puis disparaissent d'une année à l'autre. En 1975, son épouse et lui ont découvert les aires d'hivernage des monarques. Ils ont été les premiers pionniers du marquage des papillons. Ainsi, nous avons au Canada des antécédents historiques en ce qui concerne l'étude des monarques, leur protection et la mobilisation des gens dans la conservation de l'espèce. Nous avons 5 aires protégées de halte migratoire dans le sud de l'Ontario. Elles sont indiquées dans le plan de gestion du monarque au Canada. Il s'agit de sites protégés où les monarques se rassemblent et se reposent avant de s'envoler vers le sud pour l'hiver. Nous bénéficions aussi d'un grand nombre de programmes de sciences citoyennes qui amènent les Canadiens à participer concrètement à la conservation. Le marquage des monarques, par exemple, remonte déjà à longtemps. Nous voyons de plus en plus d'initiatives novatrices qui réunissent des partenaires multiples, comme la coopérative Monarque, fruit d'une collaboration entre les agriculteurs du Québec et du Vermont. La coopérative produit de la fibre d'asclépiade pour l'industrie textile. L'avantage connexe de cette culture est que toutes les plantes sont à la disposition des monarques, en plus de produire une grande quantité de semences qu'il est possible de distribuer pour promouvoir la plantation d'autres asclépiades. On peut donc conclure qu'un grand nombre d'initiatives portant sur une foule d'aspects existent, prouvant que tout le monde peut mettre la main à la pâte et contribuer à la protection du monarque. Où exactement a-t-on besoin de ces habitats? J'ai déjà dit à quelques reprises et je vais encore insister sur ce point, nous en avons besoin partout. Dans les jardins, les parcs, les aires protégées, les zones agricoles, ainsi que dans les paysages de corridors. Vous vous demandez peut-être pourquoi les corridors? Il n'y a aucun doute que nous avons besoin d'habitats du monarque partout, mais il est important de faire valoir que les corridors offrent une possibilité unique d'apporter des changements des plus positifs pour le monarque, principalement à cause de l'étendue de ce type de paysage. Les corridors routiers et ferroviaires, ainsi que les corridors de services publics, forment des réseaux. On en trouve partout dans notre environnement. Souvent, les modes de gestion de ces paysages sont prescrits et obligatoires. Il y a donc des possibilités de modifier ou d'adapter ces méthodes de gestion de manière à favoriser la conservation du monarque. Il y a même de grandes chances que de telles interventions soient adoptées. La situation géographique des corridors concorde bien avec les principales voies migratoires et aires de repos du monarque. Vous verrez quelques diapositives qui le confirment. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des liens entre les corridors et d'autres types de paysages. Beaucoup de corridors traversent des zones agricoles, traversent des aires de conservation ou sont adjacents à des aires de rassemblement et de repos, un autre habitat d'une importance cruciale. Ainsi,
Les corridors relient divers types de paysages et accroissent l'impact des avantages que ces autres paysages présentent pour la conservation et la protection des monarques et autres pollinisateurs. Voici d'abord un rappel de ce à quoi ressemble la migration du monarque sur la carte de l'Amérique du Nord. Comme on le voit, les monarques sont présents dans tout le sud de l'Ontario et le sud du Québec durant l'été, ainsi que dans l'ensemble du Midwest américain, en particulier dans la Corn Belt. Ils franchissent le sud-ouest américain jusqu'au sud des États-Unis pour terminer leur voyage au Mexique. Regardons à présent le réseau de chemins de fer. On peut voir que d'importants corridors ferroviaires sont concentrés dans les parties clés de la voie migratoire du monarque. Voyons aussi la carte des principales grandes routes. Et cela ne comprend pas les routes municipales et rurales qui sont également présentes partout et qui jouent un rôle énorme dans la conservation. On voit ici encore que la zone qui compte la plus forte densité de grandes routes se trouve exactement dans l'aire de répartition du monarque. Enfin, il y a les corridors de service public. Il est un peu plus difficile d'obtenir une carte qui montre clairement ces corridors, mais on voit encore ici le même groupement de pipelines et de lignes aériennes de transport d'électricité, précisément dans les zones que le monarque traverse ou dans celles où il réside périodiquement tout au long de l'année. Le rôle clé que les corridors peuvent jouer pour le monarque repose sur une approche de restauration, d'entretien et d'amélioration du paysage, d'une façon qui sera bénéfique pour les pollinisateurs et pour le monarque en particulier. Des mesures concrètes et ciblées à l'échelle locale ont des effets cumulatifs qui conduisent à un important changement. Songez encore une fois à ces cartes sur lesquelles nous avons vu toute l'étendue du réseau des corridors et la concordance de ce réseau avec la route de migration du monarque. On parle donc de restauration, d'entretien et d'amélioration. Il s'agit de restaurer la végétation du paysage à son état naturel, celui qui précédait l'aménagement du corridor ou du projet d'infrastructure. Cela ne sera peut-être pas toujours réalisable, mais c'est un objectif que nous devrions garder en tête. Nous allons nous concentrer sur ce concept d'entretien du paysage parce que les corridors font l'objet d'une gestion active. Nous voulons nous assurer que lorsque vous mènerez des activités de gestion du corridor, qu'il s'agisse de faucher l'herbe, lutter contre les mauvaises herbes ou lutter contre les animaux nuisibles, au besoin, vous le ferez d'une façon qui réduira au minimum toute perturbation ou tout dommage pour les pollinisateurs. Idéalement, on dispose de la souplesse nécessaire. Et cette possibilité existe. Dans le cadre de nouveaux projets d'immobilisation, des occasions d'améliorer l'habitat sont parfois créées. Par exemple, lorsqu'un service public, une compagnie de chemin de fer ou une organisation de gestion des emprises routières veut mobiliser la collectivité, il est possible de rendre l'habitat plus propice aux pollinisateurs. Pour ceux d'entre vous qui travaillent et qui mènent leurs activités en Ontario, nous avons deux guides techniques. L'un concerne les emprises routières et l'autre les corridors de service public. Ces guides expliquent les techniques, décrivent des pratiques exemplaires de gestion et énoncent les lignes directrices propres aux habitats de l'Ontario en vue de favoriser les pollinisateurs. Les techniques en question ne sont pas uniquement applicables aux paysages de l'Ontario, bien que certaines de ces espèces dont nous avons parlé soient propres à des milieux. Je recommanderais à tous de prendre connaissance de ces lignes directrices, de les lire en totalité, car elles sont vraiment complètes. Vous pourrez les télécharger à partir du site pollinator.org/Canada ou pollinatorpartnership.ca ou en consultant la section du contenu archivé de ce webinaire. Avant d'aborder la question des pratiques exemplaires de gestion, voyons quelques problèmes auxquels les monarques et autres pollinisateurs peuvent se heurter dans le système géré. Certains de ces problèmes résultent d'activités de maintien de la sécurité et de la fiabilité des corridors, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi il est important de tenir compte de leurs effets potentiels sur les pollinisateurs. L'utilisation de pesticides dans les paysages de corridors a des répercussions sur les pollinisateurs. Le fauchage comporte aussi des risques de mortalité directs et indirects. Il y a de plus le risque direct de mortalité attribuable aux véhicules. Pensons aussi au risque indirect de la dégradation ou de la fragmentation de l'habitat par la suite des activités de gestion de réseau. Ce sont toutes des notions que je vous invite à retenir et à prendre en compte. Ainsi, lorsque vous effectuerez vos travaux de gestion de paysage, vous serez en mesure de vous demander quelles sont les meilleures façons de rajuster vos activités pour aider les pollinisateurs. Ce serait formidable que vous puissiez faire de tels rajustements. Nous traiterons brièvement de la question de la toxicité des pesticides pour les pollinisateurs et en particulier les monarques.
Il existe une gamme variée de pesticides qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d'un corridor. Il s'agira principalement d'herbicides, mais si on envisage les pesticides dans leur ensemble, ceux qui sont susceptibles d'avoir les plus graves répercussions sur les pollinisateurs sont les insecticides, puisque la plupart des pollinisateurs sont des insectes, incluant le monarque. Il y a donc une forte probabilité qu'un insecticide ait des effets nocifs sur le monarque. En ce qui concerne les herbicides, ils ne causent normalement pas de dommages directs aux pollinisateurs, mais ils peuvent entraîner une foule de dommages indirects en éliminant les plantes à fleurs dont les pollinisateurs dépendent. C'est exactement ce scénario qui a été, d'après nos observations, l'une des causes du déclin du monarque. Une surutilisation d'herbicides dans les systèmes agricoles a éliminé par mégarde les asclépiades et les plantes à nectar adjacentes aux champs, alors qu'elles ne menaçaient aucunement la productivité. C'est un aspect à garder en tête. Il est peu probable que vous utilisiez des myticides ou des nématicides, mais ces produits sont également toxiques pour les pollinisateurs. Il se peut que vous utilisiez certains rodenticides dans le cadre de votre gestion du paysage. Si tel est le cas, ces produits risquent d'être toxiques, en particulier pour les chauves-souris et les oiseaux pollinisateurs. Les situations dans lesquelles les empoisonnements de pollinisateurs sont les plus nombreux sont celles où l'on applique des pesticides pendant une période de floraison ou par projection à l'air libre. L'effet peut être direct, par exemple si on pulvérise un pesticide par erreur sur des plantes en fleurs, ou indirect si le pesticide est transporté par l'air vers des plants ou des champs avoisinants ou vers une source d'eau qu'il contaminera. Les pesticides ont aussi sur les pollinisateurs et les paysages quelques effets sublétaux qu'il est bon de connaître. Cela comprend des changements dans le développement des larves. Ce développement peut devenir plus lent ou plus rapide. Il y a la réduction de la reproduction chez le pollinisateur touché. C'est particulièrement le cas des abeilles. Beaucoup de travaux ont été effectués à ce sujet et ont montré que la capacité cognitive des abeilles peut être affectée et que ces pollinisateurs risquent de ne pas pouvoir trouver les fleurs aussi facilement. Il est très probable que vous utilisiez des herbicides dans votre gestion du paysage. Il est important de ne pas oublier certaines des répercussions que ces herbicides peuvent avoir sur les communautés de pollinisateurs. Principalement, la composition des communautés végétales change. C'est d'ailleurs probablement ce que vous visez, vous débarrasser des mauvaises herbes qui posent des problèmes. Mais il faudrait pouvoir veiller à ne pas retirer ou détruire les plantes dont les monarques dépendent, comme les asclépiades. Il peut être facile d'éviter des asclépiades lors de l'application d'herbicides, mais la chose se complexifie dans le cas de plantes à fleurs indésirables sur lesquelles butinent les monarques. L'équilibre est délicat à établir, mais très réalisable. Si vous éliminez toutes les sources de pollen et de nectar, vous avez été trop entreprenant dans votre utilisation de l'herbicide. Il en est de même pour l'élimination des plantes, hôtes des chenilles. Il faut donc tenir compte, dans l'utilisation d'herbicides, de la nature des plantes qui seront éliminées et de leur importance pour les pollinisateurs présents dans le paysage. Le fauchage a des effets similaires sur le plan de l'élimination des sources de nourriture et la modification de la composition des communautés végétales. Mais il a aussi un autre effet nocif, celui de la mortalité directement causée par des lames défaucheuses, ce qui affecte principalement les chenilles qui ne peuvent pas s'échapper. Les chenilles de monarque sont présentes dans le sud de l'Ontario et du Québec à partir de mai jusqu'en septembre. L'idéal serait donc de faucher avant ou après cette période. Évidemment, cette période couvrant tout l'été, il n'est pas toujours possible d'éviter le fauchage. On peut cependant tenter de prendre en garde aux asclépiades lors du fauchage en coupant autour pour protéger les chenilles. Nous avons élaboré des pratiques exemplaires de gestion en nous basant à la fois sur les activités que vous devez accomplir pour gérer le paysage et les répercussions potentielles de ces activités sur les monarques. Nous préconisons le fauchage 1 ou 2 fois par année, si c'est possible, et nous vous invitons à envisager ceci. Faucher une seule fois par année ou faucher avant et après le séjour des monarques. Des recherches indiquent que si l'on fauche au début de la saison, vers mai, autant avant que les chenilles commencent à être présentes, cela peut en fait favoriser la croissance des asclépiades. Il y a donc des avantages à planifier le fauchage de manière à le faire au début de la saison. Un autre élément à prendre en compte est le moment où la majorité des plantes ont terminé leur floraison ou le moment où les chenilles sont parvenues à la fin de leur développement. Ainsi, on peut planifier le fauchage 1 ou 2 fois par année de manière à ne pas éliminer les sources de nourriture des monarques, si c'est possible, encore une fois. Nous préconisons aussi de laisser certaines zones intactes et de faucher uniquement la zone dégagée.
Enfin, nous vous conseillons d'envisager de faucher en priorité durant le jour, en particulier pendant les journées ensoleillées. En effet, ces jours-là, les pollinisateurs sont très actifs, ce qui accroît leur chance de pouvoir s'éloigner de la faucheuse à temps. Les pratiques exemplaires de gestion impliquent de faucher uniquement la zone dégagée essentielle dans le corridor, en bordure de la route ou des rails et sous les lignes de transport d'électricité. Bref, ce qui est obligatoire de faucher en laissant le reste de l'habitat intact. Voici maintenant quelques pratiques exemplaires de gestion en ce qui concerne l'utilisation des insecticides. Encore une fois, même s'il y a peu de chances que vous ayez à accomplir cette activité dans l'éventualité où vous deviez cibler un animal nuisible en utilisant un pesticide, nous vous recommandons de garder en tête ces pratiques exemplaires pour favoriser les monarques et les autres pollinisateurs. Nous préconisons toujours de diagnostiquer soigneusement un problème lié à un animal nuisible et d'assurer que la lutte au moyen d'un produit chimique est la seule mesure efficace possible. Nous vous recommandons d'effectuer votre application d'insecticide avant la floraison des plantes que les pollinisateurs butinent. L'idéal donc, quand vous devez vous débarrasser d'une espèce nuisible, est d'appliquer le produit avant que les plantes à nectar et les asclépiades ne soient en fleurs. Pour ce qui est du moment de la saison et de l'heure du jour, nous recommandons fortement de cibler les périodes où les pollinisateurs sont les moins actifs, c'est-à-dire le début et la fin de la saison, et d'appliquer le produit avant 9 heures ou après 17 heures, pour éviter que l'insecticide appliqué n'atteigne directement les pollinisateurs. Créez une zone tampon autour de l'aire où vous appliquez l'insecticide, particulièrement s'il y a des zones de plantes à nectar à proximité. Dans bien des cas, par exemple, la route peut longer une ferme ou être proche d'une aire naturelle ou d'une aire de conservation. Assurez-vous alors de créer des zones tampons et de ne pas pulvériser les produits partout, mais bien uniquement dans la zone cible. Bien entendu, nous vous conseillons de réduire au minimum le transport par le vent. Vérifiez toujours les conditions météorologiques avant l'application d'un pesticide, d'un insecticide ou d'un herbicide. Les conditions optimales sont une légère brise, où il y a beaucoup de mélange d'air en surface et où la direction du vent éloigne les produits des zones sensibles. Les recommandations sont semblables pour ce qui est de l'utilisation des herbicides. Au risque de répéter, nous préconisons la gestion intégrée de la végétation, c'est-à-dire faire usage de tous les outils dont vous disposez et choisir l'option des produits chimiques seulement en dernier recours, mais aussi en tenant compte des effets que chacun de ces produits peut avoir sur les monarques et les pollinisateurs. Le fait de s'assurer que la population de mauvaises herbes a atteint un niveau tel qu'il est nécessaire d'utiliser un herbicide est un principe clé de la gestion intégrée de la végétation. Bien sûr, nous allons toujours préconiser d'éliminer et de réduire au minimum l'utilisation d'un produit chimique, mais si vous devez en utiliser un, tout comme pour les insecticides, nous conseillons d'effectuer l'application avant ou après la floraison des plantes butinées. Nous recommandons aussi de traiter un paysage tiers par tiers, si possible, afin d'éviter de créer un désert alimentaire, ce qui est l'une de nos principales préoccupations en ce qui concerne l'utilisation des herbicides. Puisque les monarques dépendent des asclépiades et des plantes à nectar pour leur survie, ne traitez pas la totalité du terrain tous les ans, dans la mesure du possible. Réduisez au minimum le transport par le vent et la pulvérisation à la volée pour ne pas affecter l'habitat à proximité de la zone ciblée. L'idéal est d'utiliser un applicateur dorsal qu'on transporte avec soi comme un sac à dos, au lieu d'un appareil de pulvérisation motorisé. Si vous utilisez un appareil de pulvérisation, nous vous rappelons qu'une pratique exemplaire est d'arrêter le pulvérisateur quand vous tournez à l'extrémité du champ ou quand vous vous approchez de zones où il y a de l'eau, des zones de jardinage ou d'autres habitats fragiles. Il y a une question qu'on nous pose très souvent. Quelles sont les répercussions du sel répandu sur les routes, sur les plantes indigènes ou sur les pollinisateurs en général? C'est un domaine dans lequel nous nous retrouvons un peu coincés. Malheureusement, au Canada, les plantes indigènes locales butinées par les pollinisateurs, y compris les monarques, ne sont généralement pas tolérants au sel. La pratique exemplaire de gestion dans notre régime standard d'épandage des sels de voirie recommande donc de faire croître les plantes indigènes favorables aux pollinisateurs à distance ou en hauteur par rapport aux zones où le sel s'accumule. Il s'agit de prendre en considération le régime hydrologique du paysage en bordure de la route pour déterminer la direction des eaux de ruissellement avant de procéder à toute activité de plantation ou de semis d'espèces de prédilection pour les pollinisateurs.
Si la même espèce pousse partout, vous allez remarquer que malheureusement, les plantes ne croîtront pas bien, voire pas du tout dans les zones où le sel s'accumule. Une autre question fréquemment soulevée se rapporte à l'habitat des pollinisateurs. Les pollinisateurs sont-ils tués par la circulation routière? Selon les recherches qui ont été effectuées, il y a deux principaux facteurs qui sont la vitesse et la densité de la circulation. Oui, il y a mortalité. La plus grande mortalité est due à la vitesse d'environ 80 km/h. Les vitesses plus petites et plus grandes sont à l'origine d'une mortalité moindre. Ce que la recherche nous apprend, c'est que l'habitat le long des routes ne semble pas être un puits de population pour les pollinisateurs. De nombreux comptes rendus ont été publiés sur la mortalité en bordure des routes, dont les nombres peuvent être très élevés. Si on se demande, la circulation routière a-t-elle des répercussions sur les pollinisateurs? La réponse est oui. On a estimé que des nombres considérables de pollinisateurs avaient été tués le long des routes. Par exemple, on a dénombré 20 millions de papillons en une semaine dans l'État d'Illinois. Cependant, plusieurs études ont observé qu'il n'y avait pas une mortalité directe notable dans les emprises routières conçues pour attirer les abeilles ou d'autres pollinisateurs. Un compte-rendu publié en 2015 évaluait que la quantité d'insectes tués le long des routes nord-américaines s'élevait à 100 millions par année. Toutefois, ce compte-rendu portait sur des corridors routiers qui n'étaient pas des habitats, et nous avons de très bonnes données qui indiquent que lorsque les corridors routiers sont gérés en tant qu'habitat, la mortalité diminue parce que les insectes, les pollinisateurs et les autres insectes bénéfiques, utilisent l'habitat plutôt que de traverser la route à la recherche d'un autre habitat. Il y a donc avantage important à gérer des paysages au profit des pollinisateurs. Cela nous amène à une autre question qui nous est fréquemment posée. Les routes sont-elles les obstacles au déplacement des pollinisateurs? La réponse, pas vraiment. Les bourdons et les papillons traversent les routes et on a observé des abeilles le faire aussi. Ainsi, même si le paysage est fragmenté, il y a encore beaucoup de connectivité et on peut tirer de nombreux avantages de l'ensemencement d'un habitat pour pollinisateurs. Rappelons que les abeilles ont tendance à moins traverser les routes lorsqu'elles se nourrissent dans leur habitat de prédilection. Il n'y a donc pas à s'inquiéter que les routes créent des puits de population de pollinisateurs ou de monarques. Voici maintenant notre dernier ensemble de pratiques exemplaires de gestion qui porte sur la création d'habitats. Dans la création d'un habitat, s'assurer de fournir une floraison ainsi qu'un approvisionnement en nectar et en pollen continu de mai à septembre. Inclure des plantes autres pour les larves de papillons, comme la slépiade, dans les mélanges des semences. Opter pour des plantes indigènes parce que les pollinisateurs sont locaux et l'écosystème local leur est habituellement plus favorable. Il est très courant que l'herbe soit incluse dans les mélanges de semences puisqu'elle pousse bien, stabilise les versants de collines et empêche l'érosion des pentes. Cependant, on veut éviter de semer des herbes non indigènes, mais plutôt opter pour des espèces indigènes qui constituent un avantage net pour l'écosystème local. Lorsqu'on crée un habitat, il est important de se questionner sur la façon de planter. Devrait-on utiliser des semences, des mottes, des plantes en pot ou des combinaisons de sources? C'est une question à examiner avec les responsables de la portion de territoire. La collaboration avec des organismes sans but lucratif ou groupes de conservation locaux peut aider à répondre à la question. Finalement, regrouper les plantes facilite le butinage des pollinisateurs. Planter de grands bosquets de fleurs d'une même variété peut donc donner de meilleurs résultats. Bref, il existe plusieurs pratiques exemplaires de gestion dans ce domaine. Certains progrès ont été accomplis dans la création de mélanges de semences destinés aux monarques. Essentiellement, ces mélanges peuvent adopter de multiples formes, mais ceux qui engendrent le plus de succès sont les mélanges à 50-50 d'herbes graminées et de plantes herbacées à feuilles larges ou plantes à fleurs. Encore une fois, l'idéal est de disposer d'un mélange contenant des herbes et des plantes indigènes. Pour ce qui est du nombre d'espèces, l'objectif est d'inclure 9 espèces de plantes à fleurs qui engendreront une floraison continue. 3 qui fleurissent au printemps, 3 autres qui fleurissent en plein été et 3 autres à la fin de l'été. C'est considéré comme la norme minimale. Ainsi, si vous concevez un mélange de semences qui n'a pas encore été créé ou si vous procurez un mélange disponible dans le commerce, prêtez attention aux plantes à fleurs contenues dans le mélange, ainsi qu'à leur période de floraison. N'oubliez pas que la fin de l'été est une période cruciale pendant laquelle le monarque fait des provisions avant sa migration.
Pour résumer brièvement les pratiques exemplaires de gestion, voici ce que vous pouvez faire. Adapter les activités de faussage et l'utilisation d'herbicides en plus d'adopter des mélanges de semences qui comprennent des plantes à nectar et en particulier des asclépiades. À présent que nous avons passé en revue les pratiques exemplaires de gestion dans leur version la plus simplifiée, la question qui se pose est celle-ci. Où, le long de votre corridor, allez-vous instaurer des habitats pour les pollinisateurs? À vrai dire, tous les endroits sont bons. Vous pourrez créer des habitats pour le monarque n'importe où, dans une emprise routière, à proximité d'immeubles ou d'éléments d'infrastructure, dans les servitudes que vous possédez, en bordure d'édifices publics où cela constituerait un bon message de sensibilisation, ou même hors du corridor, dans la collectivité. Une chose est à retenir, c'est que ce ne sont pas toutes les entreprises de services publics ni tous les gestionnaires des emprises routières qui peuvent directement faire des choix de gestion concernant les terrains dont ils s'occupent, compte tenu des servitudes qui existent souvent. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez contribuer à la création d'un habitat pour les monarques, même si ce n'est pas directement dans votre paysage. Dans les guides et les habitats présentés plus tôt, des diagrammes indiquent ce qu'on peut faire pour aider le monarque et autres pollinisateurs dans les corridors, dans ce cas-ci en bordure des routes. Le type d'entretien très courant le long des principales autoroutes implique beaucoup de fauchage et d'herbicides pour prévenir les problèmes potentiels attribuables aux mauvaises herbes. Dans ce cas, on voudra mettre l'accent sur les pratiques exemplaires qui réduisent au minimum les effets néfastes potentiels du fauchage et des herbicides. Dans les zones à proximité des entreprises ou à proximité des routes plus secondaires, on peut se permettre beaucoup plus de jardinage d'habitat. À titre d'exemple, les avenues et les boulevards locaux et les carrefours giratoires sont d'excellents endroits pour des plantations denses analogues à des jardins. Modifier un mélange de semences lors de travaux de restauration ou d'entretien le long d'autres routes est une excellente stratégie également. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'appliquer toutes les stratégies partout. On dispose d'une foule d'options lorsqu'on gère les emprises d'un réseau routier pour ce qui est de favoriser les monarques et les autres pollinisateurs. De la même façon, on peut examiner le genre d'amélioration qu'il est possible d'apporter pour favoriser l'habitat du monarque dans l'ensemble des corridors de services publics, c'est-à-dire les aires de transport de gaz et d'électricité. Les corridors de lignes de transport d'électricité sont de superbes endroits pour aménager des habitats pour les pollinisateurs. Ici encore, il est possible de créer ou d'améliorer un habitat en réduisant au minimum et en adaptant le fauchage et l'utilisation d'herbicides et en ensemençant activement les habitats. On peut même y gérer un jardin, particulièrement dans les zones ayant pour objet de constituer une séparation par rapport aux aires publiques, par exemple dans une zone tampon de part et d'autre d'un corridor de services publics, autour d'un champ de panneaux solaires ou à la base d'une éolienne. Toutes ces zones sont de bonnes candidates pour la prise de mesures d'amélioration de l'habitat du monarque. Nous n'avons pas encore de guide portant sur les corridors de chemin de fer, mais les mêmes principes s'appliquent. Ainsi, on peut considérer les emprises le long des voies qui sont entretenues en mode visibilité comme des zones où il est possible d'appliquer certaines stratégies de soutien des pollinisateurs. Les gares, en région rurale comme urbaine, peuvent être des endroits idéaux pour installer des habitats pour pollinisateurs, dans de mini-jardins ou même dans des bacs à fleurs. Dans le contexte de ce webinaire, j'aimerais vous présenter une courte liste de semences à privilégier dans vos habitats. Bon nombre de plantes du genre Asclepias au Canada poussent partout au pays, mais rappelons-nous les trois plus abondantes dans l'est du pays. Asclepias syriaca ou l'Asclépiade commune, Asclepias incarnata ou l'Asclépiade incarnate et enfin Asclepias tuberosa, l'Asclépiade tubéreuse. Ce sont trois espèces à utiliser dans vos projets d'ensemencement, de jardin ou de restauration. Bien que la grande majorité des monarques au Canada séjournent en Ontario et au Québec, il reste que le Manitoba et le Nouveau-Brunswick comptent également des populations notables de papillons et que ces asclépiades, disponibles aussi dans ces deux provinces, constituent une excellente ressource. La liste suivante est celle de 12 plantes à nectar que les monarques butinent très fréquemment. Cette liste a été établie à partir de comptes rendus de recherche qui ont été publiés par d'autres naturalistes et groupes de conservation ayant étudié l'alimentation des monarques dans des conditions réelles. Nous disposons par conséquent de données qui indiquent que ces plantes sont particulièrement propices aux monarques. N'oublions pas que les monarques sont une espèce polyphage et qui se nourrissent donc de toute une variété de plantes.
Les 12 principales énumérées ici sont documentées comme étant des espèces de prédilection pour le monarque. Le gobe-mouche, le chanvre sauvage, le bouton d'or, le chardon discolore, le coréopsis trifolié, l'échinacée pâle, l'échinacée pourpre, le lys de Philadelphie, la mentersia de Virginie, le sénesson doré, le phlox divariqué et la violette parente. Ces plantes sont très belles, s'adaptent bien à de nombreux milieux et sont disponibles. On peut voir d'après les périodes de floraison ici qu'elles fournissent du nectar tour à tour pendant la totalité de la saison. Ainsi, en ajoutant ces espèces à tout mélange de semences ou la plantation de tout jardin, vous rendrez un grand service au monarque. Où a-t-on besoin d'habitat pour le monarque? En fait, nous en avons besoin partout, mais nous voulons accorder la priorité aux habitats à proximité des aires de repos et de rassemblement et à ceux près des rivages, puisque les monarques s'orientent en volant à proximité des rivages. Une autre zone prioritaire où on a davantage besoin d'habitats de monarques est celle des aires de conservation existantes. À la base, cela revient à doubler l'impact de ces aires de conservation. Enfin, il y a les zones agricoles où on a observé une importante perte d'habitat du monarque. Nous voulons aussi accorder la priorité à ces zones. Voici une carte qui indique où se trouvent les principales aires de rassemblement et de repos du monarque dans le sud de l'Ontario. Il y en a 6. La réserve nationale de la faune de Long Point, le parc national de la Pointe-Pelée, le parc provincial Presqu'île, la réserve nationale de la faune de Prince Edward Point, le parc national Rondeau et le parc Tommy Thompson. Si vous gérez un paysage à proximité de l'une ou l'autre de ces zones, vous pouvez être d'une utilité précieuse en soutenant et en favorisant le monarque, tout particulièrement à l'automne. Si vous envisagez de déployer des efforts de conservation dans l'un de ces paysages, sur le plan géographique, il s'agit d'une région sur laquelle nous voulons d'autant plus nous concentrer. J'aimerais maintenant vous donner un aperçu de la façon dont vous pourrez travailler en collaboration avec d'autres pour créer un habitat fonctionnel dans votre paysage. Nous avons beaucoup parlé de la gestion de la façon de gérer vos activités quotidiennes en adaptant le fauchage, l'application de pesticides et les espèces à planter. Ce sont toutes là d'excellentes approches à appliquer à l'ensemble de votre corridor pour améliorer le paysage au profit du monarque. Mais souvent, on espère créer un habitat qui aura un plus grand impact visuel et qui permettra une intégration de la collectivité. Voici donc une brève description, étape par étape, d'une façon de créer un jardin directement dans votre corridor ou à un endroit partenaire. Le choix du site est très important. Ce ne sont pas tous les emplacements qui peuvent ou qui devraient être transformés en jardin. L'étape suivante est également très importante. Établir un plan et un budget et concevoir le site. Pardon, je me suis trompée de diapositive, j'allais trop vite. Donc, l'étape suivante est également très importante, établir un plan et un budget et concevoir le site. La préparation du site ne peut pas être négligée car si elle n'est pas correctement effectuée, tous vos efforts malheureusement seront réduits à néant par les mauvaises herbes. Il faut ensuite assurer l'établissement de plantes, particulièrement si vous utilisez des plantes fruitières. Ce n'est pas toujours aussi simple que de se borner à semer des graines à la volée, et il faut parfois planter des plantes déjà établies. Enfin, il y a l'entretien et la gestion. En ce qui concerne le choix du site, ce que l'on recherche avant tout, c'est une zone où les conditions rassemblent celles d'une prairie ouverte avec une grande exposition au soleil. On veut aussi s'assurer que l'emplacement où l'on prévoit planter un grand jardin ne sera pas exposé à d'importantes répercussions causées par des activités voisines de gestion agricole ou d'application de pesticides. Il faut certainement prévoir un calendrier et un budget. Il est à retenir qu'il faut être patient car les plantes indigènes croissent plus lentement que les variétés commerciales auxquelles nous sommes habitués. Le calendrier vous permettra de planifier vos activités d'ensemencement ou de plantation au début du printemps ou à la fin de l'automne. Et, quand on conçoit la palette de variétés qui composeront le jardin, comme nous l'avons vu, on privilégie les espèces adaptées à l'environnement local, des espèces assurant 3 floraisons au cours de la saison et une proportion de 50% d'herbes graminées dans le mélange. Il y a beaucoup d'outils que vous pourrez utiliser, en plus de ceux que nous fournissons chez Pollinator Partnership,
pour vous aider à créer un mélange de semences conforme à votre budget et aux variétés que vous préférez. Nous vous encourageons vivement à faire usage de ces outils. Il est essentiel de préparer le site, d'éliminer les mauvaises herbes et les réserves de semences. On peut procéder de plusieurs façons. Je sais que j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de ne pas utiliser d'herbicides ou d'en réduire l'utilisation au minimum, mais quand on crée un jardin, il est nécessaire d'être passablement énergique dans la préparation du site. La méthode exempte d'herbicides qui est appliquée ici est la solarisation. On peut aussi recourir au brûlage ou au disquage, mais l'application d'herbicides est aussi une option viable dans le contexte de la préparation d'un site. Enfin, il y a l'entretien et la gestion. Il s'agit d'un processus à long terme, même pour un jardin. Faucher le site régulièrement la première année peut favoriser l'établissement de l'habitat. Encore une fois, c'est un peu différent de ce que nous avons dit plus tôt au sujet de la réduction du fauchage dans le contexte de l'entretien. Ensuite, à long terme, on fauche une fois par année afin de s'assurer que l'habitat qu'on a créé restera le même. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à apprécier l'habitat que vous avez créé. À ce sujet, il existe une petite comptine que nous aimons bien employer à des fins d'illustration. La première année, la prairie dort. La deuxième année, la prairie sort. La troisième année, la prairie prend son essor. Il y a en effet un temps d'attente lorsqu'on crée un habitat de plantes indigènes, que ce soit par ensemencement ou par plantation. L'établissement des plantes peut prendre un certain temps. Par ailleurs, on peut former des partenariats pour aider à la création des jardins avec les collectivités locales, les écoles, les groupes des Premières Nations. Ces partenaires peuvent aider à trouver du financement, fournir une expertise technique et effectuer une partie du travail nécessaire pour la création d'habitats ou de jardins dans vos corridors de services publics. Si votre paysage se trouve près d'une zone agricole, cela peut présenter beaucoup d'avantages pour vous et je vous encourage vivement à entrer en contact avec d'autres groupes communautaires comme Farms at Work, ALUS ou les associations pour l'amélioration des sols et des récoltes qui pourraient être motivées à collaborer avec vous pour la création d'habitats. Voici maintenant 3 brèves études de cas, des vitrines qui montrent comment les collaborations de ce genre ont fonctionné et comment d'autres gestionnaires de corridors ferroviaires ou routiers ont réalisé des projets uniques et bénéfiques pour les pollinisateurs en appliquant certains des principes dont nous avons parlé. Le premier cas est le projet Corridors for Life. C'est un partenariat entre Hydro One, Algoma Power, Pollinator Partnership et le Salk College et l'organisme Algoma Highland Conservancy. Les participants effectuent des recherches actives en vue d'évaluer les ressources pour les pollinisateurs le long des emprises des services publics dans le district d'Algoma. Ils déterminent le niveau de référence de la disponibilité d'asclépiades et d'autres espèces qui sont importantes pour les pollinisateurs. C'est un projet de collaboration qui a pour but d'évaluer les répercussions des méthodes actuelles de gestion, l'utilisation d'herbicides et le fauchage, afin de nous aider à mieux comprendre la gestion des emprises et la gestion de tout type d'utilisation d'herbicides. Cet excellent projet a été entrepris l'an dernier seulement, mais il commence déjà à obtenir de bons résultats. Le deuxième étude de cas est un très bon exemple de partenariat multiple utilisant de nombreuses approches qui réunissent des pratiques de conservation. La promenade Herb Gray a été un très important projet d'investissement dans le renouvellement des infrastructures. Il a été lié à des activités de mise en valeur de l'habitat naturel, c'est-à-dire l'ensemencement d'une prairie à hautes herbes le long de cette nouvelle route qui avait pour but principal d'améliorer la sécurité des automobilistes. Dans les cas où il a fallu faire de l'ensemencement de restauration, on a semé des herbes hautes indigènes, ce qui a engendré d'importants avantages. À présent, la superficie des habitats pour pollinisateurs s'est grandement accrue et elle s'est étendue à de nouvelles zones du corridor routier. Voilà encore un bon exemple à retenir si vous prenez part à la réalisation d'un grand projet d'immobilisation ou d'infrastructure. Pensez selon une approche ascendante et intégrez à votre plan d'ensemencement, de restauration et de gestion certains milieux propices pour les monarques et les pollinisateurs. Enfin, le programme Roadside a été créé
est dirigée par Carol Dunk, une dame admirable de Barrie. Elle a créé un modèle d'aménagement de jardin pour pollinisateurs qui fonctionne à merveille dans les emprises routières. Ce qui est formidable au sujet de ce programme, c'est la façon dont le travail de défense et de promotion d'intérêt effectué par Carol a rendu les jardins pour pollinisateurs plus faciles à créer et plus accessibles. Ainsi, si vous gérez un corridor routier ou un autre type de corridor et que vous voulez créer un jardin pour pollinisateurs, mais que vous ne savez guère par où commencer, il vous suffit d'appliquer le modèle. Il existe exactement combien et où précisément, il indique, exactement combien et où précisément semer les plantes. C'est une excellente façon de démarrer qui facilite la création des habitats. Voilà donc quelques très bons exemples de ce qu'il est possible de faire en plus de modifier les méthodes de gestion en mettant sur pied un programme de création d'habitats pour pollinisateurs. Il y a des antécédents. Nous sommes tous des pionniers ici et quand vous créerez un habitat dans le paysage que vous gérez, ce sera formidable. Mais nous ne partons pas de zéro, il y a déjà beaucoup de ressources qui peuvent nous aider. Enfin, avant de conclure, permettez-moi de mentionner quelques-uns des autres programmes dans lesquels vous pouvez vous engager afin de soutenir les habitats pour les pollinisateurs. Ces programmes sont axés sur la surveillance, la sensibilisation et la science citoyenne. Un grand nombre des activités que l'on accomplit dans un corridor ou dans un autre type de paysage consistent à assurer une gestion active, par exemple en surveillant les mauvaises herbes et la faune, ce que vous faites probablement déjà dans votre propre paysage. Il y a des façons de tirer parti, si cela présente un intérêt pour votre population, de certains de ces plus vastes programmes de surveillance et de sensibilisation qui existent déjà en ce qui concerne le monarque. Beaucoup de programmes relatifs aux monarques nous ont aidés à cartographier la migration, à évaluer les populations et à améliorer les programmes de plantation, ainsi qu'à enregistrer les habitats. Grâce à ces programmes, nous avons un bon aperçu qui nous indique si nous nous approchons de la quantité nécessaire d'habitats pour le monarque. Le programme de marquage des monarques est un excellent programme auquel tout le monde peut participer. Si vous planifiez de mener des activités de sensibilisation au sein de la collectivité, la participation à un programme de marquage est une très bonne idée. Voici en quoi cela consiste. Vous apposez un petit autocollant sur l'aile d'un papillon en y inscrivant la date et vous notez la date de l'envoi de la relâche. Il se pourrait que ce papillon soit retrouvé ou encore que vous trouviez un papillon portant un autocollant. Lorsqu'un papillon étiqueté est trouvé, il est possible de communiquer avec la personne qui a posé cet autocollant pour lui indiquer dans quelles conditions et quel état a été trouvé le papillon. C'est un programme qui, avec le temps, nous a permis de comprendre non seulement les endroits où les monarques migrent, mais aussi le nombre de monarques qui sont produits à différents endroits. Par exemple, nous savons qu'au Canada, nous produisons 20% des monarques qui atteignent l'ère d'hivernage au Mexique, et c'est loin d'être négligeable. Cela fait encore ressortir à quel point nos interventions ont de l'importance. Un autre programme auquel vous pouvez participer relève davantage de la science citoyenne, c'est Journey North, dans le cadre duquel on consigne simplement les dates d'arrivée et de départ des monarques dans l'ensemble d'Amérique du Nord. Les données de ce genre nous ont aidés à comprendre, par exemple, à quel moment nous devons commencer à nous préoccuper de la présence des monarques et à modifier nos pratiques de fauchage et d'application d'herbicides pour ne pas leur nuire. Dans le contexte de la science citoyenne et de la sensibilisation, il y a des programmes principalement par l'intermédiaire du Fonds mondial pour la nature qui visent à surveiller la taille des colonies de monarques hivernant au Mexique. Ce sont ces programmes qui nous fournissent des renseignements sur la taille des colonies et sur l'ampleur des mesures que nous devons prendre pour assurer la conservation de l'espèce. Il y a beaucoup de programmes de plantation dont vous pouvez tirer parti. Nous avons publié une série de guides de plantation contenant les listes d'espèces propres à diverses régions écologiques et qui sont bénéfiques pour le monarque et d'autres pollinisateurs. Ces ressources sont à votre disposition. En outre, nous recommandons toujours que vous procédiez à l'enregistrement de votre site afin d'obtenir une reconnaissance pour les interventions que vous avez à faire dans votre paysage. À titre de gestionnaire de terres municipales, publiques ou privées, ou appartenant à une entreprise, enregistrez votre habitat pour le monarque auprès du Million Pollinator Garden Challenge, le défi du million de jardins pour pollinisateurs. Cette initiative nord-américaine dans le cadre de laquelle on cartographie les habitats
L'objectif est d'atteindre 1 million de jardins pour pollinisateurs d'ici 2020. Les municipalités et organisations peuvent s'impliquer. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'engagement des maires pour la sauvegarde. Pardon. L'engagement des maires, est-ce que je suis là? Non. Excusez-moi, je suis perdue dans mes... L'engagement des maires. Donc, excusez-moi. À titre de gestionnaire des terres, non, les municipalités et les organisations peuvent s'impliquer. Je l'ai eu. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'engagement des maires pour la sauvegarde du monarque, une série de mesures qu'une municipalité peut prendre, notamment la gestion des emprises routières, de manière à promouvoir la conservation du monarque. Si cela intéresse des maires de municipalités canadiennes, c'est la Fondation David Suzuki qui administre le programme et qui en fait la promotion au Canada. Aux États-Unis, c'est la National Wildlife Federation et au Mexique, c'est le groupe Profona et son programme Correro Real Mariposa Monarca. Dans le cas des entreprises, il est possible d'obtenir des reconnaissances pour les activités menées dans le paysage en faveur du monarque. Le Wildlife Habitat Council enregistre et certifie les habitats pour les espèces sauvages et il s'intéresse particulièrement à la promotion des pollinisateurs. Il existe même un prix décerné pour la gestion des empreintes routières à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ce prix est octroyé conjointement par la North American Roadside Management Association et Pollinator Partnership pour la meilleure gestion des emprises routières, afin de favoriser à la fois les pollinisateurs et les monarques. Par conséquent, je vous invite à poser votre candidature pour l'obtention de ce prix si vous avez mis en place un très bon programme de gestion de corridors. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce webinaire et passez une belle journée.